écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche des milliers de Sénégalais chaque année, les inondations. Chaque saison des pluies, les mêmes images reviennent, des quartiers entiers sous les eaux, des familles évacuées, des routes coupées, des écoles fermées. À Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis, l'eau envahit nos villes et bouleverse nos vies. Pourquoi cette récurrence? Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, quelles solutions pour transformer cette réalité? Pour y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Alioune Badara Diouf. Il est jeune chercheur sur les questions de sécurité et la gestion de crise. Monsieur Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci beaucoup, Seydina. Alors, c'est moi qui vous remercie. Moi, je réponds au nom de Alioune Badara Diouf. Je suis d'abord juriste de formation. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, en master 2 en droit public. Alors, parallèlement aussi, je suis titulaire d'un master 2 en défense, sécurité et paix au Centre des hautes études de défense et de sécurité. Alors, je suis spécialisé sur les questions de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des questions de sécurité urbaine et de gestion des crises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diouf. C'est très clair, cette présentation qui nous donne droit de dire que vous êtes expert en la question. Comprendre les inondations pour pouvoir agir en trouvant des solutions à cette problématique. Pourquoi les inondations? Comment les inondations? Peut-être faire un retour historique. Comment la sécheresse, par exemple, des années 70 et les plans d'ajustement structurel qui ont suivi ont-ils contribué à l'urbanisation anarchique? Alors, mon cher, permettez-moi de vous rappeler que ces facteurs-là que vous avez cités font partie des causes, ou bien des facteurs, des causes lointaines, donc de la question des inondations, globalement à Dakar et au Sénégal. Alors, à partir des années 70, il y a eu une longue période de sécheresse, accompagnée donc des plans d'ajustement structurel qui ont été lancés par les institutions de Bretton Woods. Alors, ces plans visaient à redresser donc les équilibres macroéconomiques et à corriger donc les déficits économiques des États faibles. Alors, face à ces problématiques, bon, notamment le plan d'ajustement structurel, ont eu comme conséquence le déplacement massif des personnes habitant dans les zones reculées, dans les zones rurales. Donc, pour, comment dirais-je, rallier alors les quartiers, ou bien, autant pour moi, les zones, ou bien les villes, économiquement et climatiquement beaucoup plus stables. Donc, c'est ce qui fait qu'à partir des années 60-80, il y a eu des vagues de déplacement à l'intérieur du pays, notamment à Dakar et dans les autres zones, Ziguinchor, Saint-Louis, etc. Donc, à la recherche des zones climatiquement et économiquement beaucoup plus stables pour y installer. Alors, c'est ce qui fait que durant cette période de sécheresse, il y a eu vraiment des déplacements massifs et ces déplacements ont abouti à une installation vraiment anarchique des populations rurales et dans des zones vraiment à risque, dans des zones non assainies. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces zones-là, après la reprise des pluies, se sont trouvés donc engloutis sous les eaux. Voilà. D'accord. Alors, donc, comme on l'a dit, l'histoire nous permet de comprendre le présent. Voici l'historique des inondations au Sénégal. En revenir peut-être au présent, les villes coloniales, M. Diouf, étaient-elles conçues pour accueillir une telle densité urbaine, comme vous l'avez dit à la réponse à la première question, les citoyens qui quittent les zones urbaines, les zones rurales, voilà, pour venir habiter dans les zones urbaines, ce qui fait qu'il y a une densité de population, par exemple dans le cas du Sénégal, à Dakar et dans les villes les plus stables économiquement, comme vous l'avez dit. Est-ce que les villes coloniales étaient-elles conçues pour accueillir une telle densité urbaine et quelles sont les conséquences aujourd'hui? Alors, pour rappel, bon, les villes coloniales qui ont été mises en place donc durant la période coloniale ici au Sénégal, on constate nettement que ces villes ne répondaient pas à des objectifs d'urbanisation durable.
C'était des villes qui répondaient justement à des objectifs stratégiques et commerciaux. Et c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, lorsqu'il y a des quartiers d'extension de ces villes-là, on constate nettement que on n'avait pas prévu un bon assainissement, etc. Et c'est ce qui fait que justement, les quartiers d'extension de ces villes, notamment si on prend l'exemple de Dakar, l'exemple de la banlieue, par exemple, Guédiawaye et Pikine, bon, ces quartiers ou bien ces villes n'étaient pas conçus pour des objectifs d'urbanisation durable. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure donc de l'augmentation démographique de la région et de la vague d'urbanisation, donc bon, l'urbanisation en Afrique, c'est un fléau qui vraiment nous interpelle tous, hein. Alors, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, on trouve des quartiers qu'on crée de façon spontanée, des bidonvilles, etc. Et ces zones-là ne sont pas dotées donc des ouvrages de drainage appropriés ou bien d'un système d'assainissement approprié pour évacuer les eaux pendant les périodes de pluie. C'est ça. C'est comme actuellement le cas de Keur Massar à Dakar. Oui. Une partie, en tout cas une localité qui est créée mais qui ne respecte pas les normes d'urbanisation, mais juste là pour absorber la densité de la population. Effectivement, donc on comprend bien. Alors, M. Diouf, on va peut-être parler des facteurs après avoir fait un peu l'historique de cette problématique. Quels sont les facteurs, on va dire, naturels et anthropiques qui rendent peut-être les villes particulièrement vulnérables? Alors, par rapport aux facteurs naturels, il est important de rappeler que le phénomène des changements climatiques interpelle le monde entier. Et c'est ce qui fait que, justement, après la période de sécheresse, toujours dans les phénomènes de changement climatique, les pluies vraiment ont recommencé à tomber. Mais au Sénégal, on a eu à observer donc des centaines de millimètres cubes qui tombent au Sénégal durant des périodes vraiment, peut-être annuellement, par exemple. Donc, c'est ce qui fait que, sur le plan climatique, le pays est beaucoup plus vulnérable donc, sur ces questions-là. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, ces facteurs naturels combinés aux facteurs anthropiques du fait de l'homme, notamment l'urbanisation galopante, je l'avais rappelé tout à l'heure. Alors, les installations anarchiques dans des zones à risque, ce sont ces faits-là combinés qui font qu'aujourd'hui, nos villes, le pays tout entier reste vulnérable face à ce phénomène-là. C'est ça. Effectivement. Alors, les causes sont identifiées, les risques sont connus. On va s'intéresser à ce que les gouvernements ont fait par rapport à cette problématique-là. Monsieur Diouf, le plan Jaxaay, le plan décennal, que vous inspirent toutes ces politiques publiques mises en place dans le cadre d'éradiquer ce fléau des inondations? Alors, par rapport à ces plans-là, je les considère comme des cadres stratégiques et institutionnels qui ont été mis en œuvre par nos gouvernants. Donc, quand on parle d'inondation au Sénégal, il y a des dates ou des années phares qui nous interpellent, notamment l'année 2005, l'année 2009 et l'année 2012. Donc, ce sont des années, autant pour moi, qui nous interpellent et qui sont des années qui constituent donc le soubassement stratégique et institutionnel de beaucoup de plans et de projets qui ont été lancés. Alors, d'abord, le plan Jaxaay a été lancé en 2005 par le président Wade. Alors, autant il y avait eu plusieurs ménages qui ont été sous les eaux, plus de 25 000 ménages, on nous dit. Alors, l'État du Sénégal avait décaissé une somme de 52 milliards pour construire, oui, autant pour moi, des logements, presque 4 000 logements au niveau de Jaxaay. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment des problèmes dans la suivi et évaluation de ce plan-là. Pourquoi? Parce que après le plan Jaxaay qui a été lancé en 2005, il y a eu le projet, de lutte contre les inondations et les bidonvilles. Alors, l'agence qui a été créée à cet effet, donc, devait suivre le pilotage du plan Jaxaay. Et le problème qui a été constaté dans ce plan-là, c'est que, bon,
l'État avait pour objectif de lutter contre les bidonvilles et de déplacer les populations, notamment de la banlieue, Pikine et Guédiawaye, de les déplacer au niveau de Jaxaay. Mais le problème, c'est que le déficit de logement qui a été octroyé ne répond pas globalement donc au nombre de sinistrés. Déjà, c'est un problème. L'autre problème, c'est l'étroitesse des maisons, et entre autres. Et si ces problèmes-là sont combinés, alors on constatera qu'il y aura d'autres phénomènes, d'autres faits, d'autres facteurs anthropiques, notamment donc les techniques les populations ont essayé de refaire les maisons, etc. Alors c'est ce qui fait que globalement, les mêmes problèmes qui ont été constatés au niveau de la banlieue ont été déplacés au niveau de Jaxaay, ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans le département de Keur Massar, les populations subissent quand même des inondations très graves. C'est un problème a été transféré justement. Voilà, le problème a été transféré de la banlieue de Pikine à Guédiawaye vers Diack. Mais quand même, c'est un plan qui a eu à faire des réalisations. Il y a eu, je crois, en 2010, plus de 1800 logements qui ont été octroyés, moyennant une subvention de plus de 10 millions. C'est des efforts quand même à saluer. Presque 3000 maisons ont été comment dirais-je, distribuées ou dotées donc aux populations, aux sinistrés lors des inondations de 2005 globalement. C'est ça. Et justement, peut-être insister un tout petit peu sur ça, M. Diouf. Comment, pourquoi, malgré la récurrence des inondations, qu'est-ce qui explique la récurrence des inondations malgré les investissements que nos hommes politiques ont fait là-dessus? Vous parlez, par exemple, de 52 milliards débloqués en 2005 avec le plan Jaxaay. On a aussi le plan décennal, le plan projet. Pourquoi, malgré toutes ces politiques publiques-là, mais les inondations persistent chaque année? On a l'impression que c'est de plus en plus pire. Alors, pour juste un rappel, je voudrais, juste après le plan Jaxaay, l'État du Sénégal les politiques publiques qui ont été mises en œuvre durant cette période-là étaient basées en matière de gestion des inondations, bien entendu. Ces politiques publiques-là étaient basées sur l'urgence, la réaction. Alors, le problème, c'est que l'État du Sénégal attendait à ce que le problème soit là pour qu'il intervienne. Alors, à partir de 2009, il y a eu des avancées quand même, parce que, ce qu'on appelle le PDNA, l'évaluation des dommages, catastrophes et besoins, donc post-catastrophe, autant pour moi, en 2009, l'État du Sénégal donc a mis l'accent sur la prévention et le relèvement. Donc, c'est ce qui fait que, durant cette période-là, l'accent n'était pas trop mis sur la réaction, mais sur la prévention et le relèvement pour une gestion durable de la question des inondations. Il y a eu des recommandations, parmi lesquelles, donc, la mise en place du projet autant pour moi, lancé en 2011. Le projet, donc, c'est le projet, donc, de gestion des eaux de pluie et donc, de lutte contre les eaux de pluie, donc, et au changement climatique. Alors, ça a été lancé en 2011 pour l'opérationnalisation du PDNA de 2009. Et juste après 2011-2012, avec le nouveau régime du président Sall, qui a lancé donc le plan décennal de lutte contre les inondations. Mais ce plan-là était articulé autour du projet. Donc, vous voyez que c'est une continuité des politiques publiques qui ont été mises en place. Alors, on nous dit que le plan décennal était à hauteur de 667 milliards, voire 700 milliards. C'est un investissement colossal quand même, mais qui a fait, globalement, les résultats étaient plus ou moins satisfaisants. C'est la raison pour laquelle même les populations demandent toujours l'opinion. Sont passés nos 700 milliards. Et puis, c'est quand même compliqué d'investir donc une somme pareille et de revoir les mêmes problèmes. De ne pas avoir de résultats. Aujourd'hui, voilà. Il y a eu des résultats quand même. Mais ces résultats-là ne répondaient pas toujours donc aux besoins de la population. Donc le plan décennal le projet a eu à faire à réaliser beaucoup de projets au niveau de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Diamniadio, Saint-Louis, etc. Il y a eu des avancées quand même. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on constate que le problème persiste. Donc ce qu'il y a matière de souligner ici, c'est que ils ont eu à apporter des solutions, mais ils ont laissé en rade les problèmes.
D'accord. C'est-à-dire l'urbanisation qui était là. Ils n'ont pas lutté contre cette urbanisation galopante. Les populations qui se sont installées dans des zones non aedificandi se sont restées dans ces mêmes zones. Ce qui fait que même les politiques publiques qui ont été mises en place par l'État du Sénégal n'étaient pas trop efficaces par rapport donc à ce fléau. C'est ça. Alors, si on comprend bien, M. Diouf, c'est que avant 2009, on était, en ce qui concerne les politiques publiques relatives aux inondations, dans une réaction plutôt que dans la prévention. Mais à partir de 2009, on a noté quand même des avancées. Et là, nous ne sommes plus, l'État du Sénégal n'était plus dans la réaction, mais plutôt dans la prévention. Mais dans cette prévention, M. Diouf, pourquoi les crues fluviales sont-elles encore sous-estimées dans les politiques de prévention? Alors, par rapport aux crues fluviales, aux inondations fluviales, le problème c'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça a été sous-estimé. Ça a été sous-estimé quand même, parce qu'on ne peut pas comprendre lancer des projets, par exemple, le plan décennal qui a été articulé autour du projet, par exemple. Ces projets-là qui ont été mis en œuvre, mais le projet n'intégrait pas la question, bien la problématique des inondations fluviales. C'est quand même alarmant de voir à ce niveau. Et des experts savent que les risques de changement climatique ou bien les conséquences qui découlent des changements climatiques feront naturellement qu'il y aura des conséquences sur le plan au niveau des fleuves Sénégal, fleuve Gambie, etc. Et l'année dernière, en 2024, la population de Bakel en a subi les conséquences. Et aujourd'hui, récemment, en août 2025, le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique avait publié un communiqué communiqué d'alerte quand même. Et c'est quand même malheureux parce qu'il y a eu des inondations fluviales en 2024. En 2025, on est toujours dans les questions d'alerte, etc. Est-ce que réellement les autorités se sont penchées sur cette question-là? Récemment, j'ai regardé un reportage qui parle là-dessus, mais même les acteurs et les organes n'ont pas les moyens nécessaires pour lutter contre ces inondations fluviales. Quelqu'un parlait des problèmes de cartographie, de la coordination entre l'ANACIM et, comment dirais-je, les directions de l'aménagement du territoire, etc. C'est quand même malheureux. Et puis, vraiment, c'est une question qui nous interpelle aujourd'hui. Franchement, et je crois qu'on devrait vraiment y investir les moyens. Pourquoi pas renforcer les capacités des acteurs, des experts, pour qu'ils puissent vraiment intervenir sur cette problématique-là. Intervenir sur cette problématique-là. Mais, M. Diouf, nous avons parlé du plan Djahaï, du plan décennal, du projet, mais il y a aussi un plan quand même qui est important, le plan Orsec. Oui. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce plan? Alors, par rapport au plan Orsec, le plus souvent... C'était avec quel président déjà? Le plan Orsec a été lancé avant 2000 ans. Avant 2000. Avant 2000, parce que bon, c'est le décret de 93 qui constitue la base juridique, initialement la base juridique, parce que bon, c'était à l'occasion de l'explosion de la citerne d'ammoniac, comment dirais-je, à la Sonacos. Donc, c'est ce qui fait qu'un plan d'organisation des secours a été lancé. Bon, c'est après, je crois, 5 ou 6 ans après, en 99, que ce plan-là a eu à intégrer la question spécifiquement des inondations. Donc, il y a eu un autre décret du 4 mars, je crois, de 99, qui a intégré la question des inondations, donc au niveau du plan Orsec, le plan d'organisation des secours. Mais l'opinion pense naturellement que c'est un plan qui ne concerne que les inondations, oui, parce que bon, les périodes de catastrophes qu'on a eu à subir quand même, globalement concernaient la question des inondations. Donc, c'est très normal que l'opinion pense que le plan Orsec concerne que les inondations. Mais le plan Orsec, c'est un plan d'organisation des secours. Ce plan peut être lancé en cas de catastrophe, donc n'importe lequel catastrophe. Alors, pour revenir sur l'organisation du plan Orsec, c'est un plan qui est composé de deux parties. Alors, c'est une première partie à caractère permanent, alors qui rappelle les principes fondamentaux, le rôle des acteurs, etc. Et une deuxième partie qu'on réorganise périodiquement, alors comment dirais-je, la deuxième partie concerne parfois le rôle des acteurs, mais sur le plan opérationnel. Alors, pour déclencher le plan Orsec, le plan Orsec est dirigé et présidé autant pour moi par le ministre de l'Intérieur. Alors, c'est lui qui préside l'état-major du plan Orsec.
Mais il y a des cellules d'appui et des organismes qui pilotent ensemble donc le plan Orsec. Alors, en cas de déclenchement du plan Orsec, il y a d'abord un avis de préalerte qui est lancé par le ministre de l'Intérieur, qui font que donc les acteurs se réunissent et ciblent la zone et réfléchir et revoir sur comment intervenir dans la zone. Et après ça, il y aura un arrêté qui déclenche automatiquement le plan Orsec qui permettra aux autorités d'intervenir dans la zone. Mais si on voit l'organisation et la mission les missions autant pour moi du plan Orsec, on voit que c'est une organisation sur le plan architectural. C'est un plan qui est docile, bien nivelé. Mais le problème se situe dans la pratique. Et justement, toujours parce que le plan Orsec, le plus souvent, c'est un plan qui est basé sur l'urgence, la réaction toujours, le problème que je soulignais tout à l'heure. Et c'est malheureux quand même de voir qu'en 2025, le plan Orsec n'est pas toujours revu, redéployé et, comment dirais-je, redynamisé, réactualisé pour revoir. Donc, mais quand même, globalement, c'est un plan. Vraiment, si on vous montre l'architecture, l'organigramme du plan Orsec, vous allez dire non, ça, je ne savais pas. Donc, il y a des cellules liaison, transmission, des cellules renseignement, police. Tous les acteurs vont se concerter pour organiser donc le plan de secours. Notamment en période d'inondation, en période d'explosion et toutes les autres catastrophes qui peut-être qui risquent de gangréner le pays. Le pays, voilà. D'accord. Alors, Alioune Badara Diouf, vous avez récemment fait un article sur les inondations au Sénégal que vous avez intitulé ainsi « Entre les inondations au Sénégal, entre récurrence, stratégie inachevée et défis de résilience ». Alors, quel était l'objectif de cet article et qu'est-ce que vous parliez de cet article? Alors, cet article est venu à son moment, à son temps, parce que, bon, on a vu les périodes d'inondation récemment à Touba, à Diourbel, Kaolack, ici à Dakar. Donc, c'était vraiment une opportunité pour moi donc, de rappeler l'historique des inondations au Sénégal et de voir donc, les différentes perspectives et recommandations qu'on pourrait apporter donc, pour les soumettre aux autorités, alors pour qu'ils puissent prendre, à partir de ces recommandations-là, pour qu'ils puissent donc prendre des solutions adaptées donc, aux réalités locales. Aux réalités locales. Alors, donc, les inondations au Sénégal, entre récurrence, stratégie inachevée et défis de résilience, un article que je vous suggère, fait par M. Alioune Badara Diouf, que vous pouvez lire sur le net. Alors, M. Diouf, comment intégrer les risques d'inondation dans les politiques d'aménagement urbain au Sénégal? Alors, c'est important. L'approche intégrée, c'est important. Bon, il y a eu une partie que j'avais traitée qui est intitulée donc l'aspect repenser la gestion des inondations au Sénégal. Parce que, par exemple, si on prend le cas de Dakar, bon, je vais prendre deux exemples. D'abord, le cas de Dakar, le plan directeur d'urbanisme Horizon 2025, mais n'intégrait pas la question des inondations. Il a fallu que notre plan vienne, plan directeur d'urbanisme Horizon 2035, pour y intégrer la problématique, bien la question des inondations. C'est quand même vraiment alarmant. Récemment à Diourbel, mais le marché Ndoumbe Diop de Diourbel est sous les eaux aujourd'hui. Les bassins de rétention qui ont été créés pour y stocker autant pour moi les eaux est devenu à un certain moment, bon, durant les périodes de pluie, mais les eaux se déversent. Et malheureusement, le marché se situe dans une zone basse et les eaux vont y, comment dirais-je, vont y regrouper. Alors, juste pour un rappel, j'ai entendu les populations diourbelloises parler d'un plan d'assainissement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est normal que les populations demandent un plan d'assainissement? Est-ce que réellement il y a un plan d'assainissement à Diourbel? C'est quand même compliqué. Et ces mêmes problèmes vont être, si on fait des recherches, on verra que c'est pratiquement les mêmes problèmes. Au-delà des faits anthropiques, les installations anarchiques, l'urbanisation, etc., il y a eu des déficits sur le plan structurel que les États ont failli quand même. Donc, c'est ça.
globalement, c'est ça. Mais il faut quand même une approche intégrée de la gestion des inondations dans les politiques urbaines. Ça, c'est important. Comme on l'a fait au niveau du plan directeur d'urbanisme de 2035, on pourra le faire sur les autres politiques publiques mises en œuvre par l'État du Sénégal. Les politiques publiques en matière de, de logement, par exemple, en matière d'assainissement, même les infrastructures d'importance vitale qui ont été mises en œuvre ou bien mises en place par l'État du Sénégal, le TER, le train express régional, il faut y intégrer la problématique des inondations. Parce que l'année dernière, la station de Rufisque, autant pour moi, il y a eu des perturbations dans la liaison parce que la station a été perturbée à cause des pluies. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, une approche intégrée nous permettra autant pour moi à l'État du Sénégal de revoir sa politique de gestion des inondations, intégrer la problématique des inondations dans tous les secteurs d'activité. C'est ce qui fera qu'on sera dans la prévention, la réaction ou bien la résilience ne sera pas compliquée et le relèvement sera assuré. Et le relèvement sera assuré. Voilà. Alors, M. Diouf, la vision 2050, on va parler du régime en place. Oui. On va parler du plan d'ARSEC que vous nous avez enseigné. Effectivement. Moi, je ne savais pas que c'était avant 2000. Vous nous avez parlé des politiques publiques des inondations en 2005, 2009, 2012. Là, c'est le présent avec le régime actuel de 2023. Il y a la vision 2050 présentée par ce nouveau régime. Il y a la stratégie nationale de développement 2025-2029. Il y a, entre autres, on va dire, le plan de redressement économique. Est-ce que toutes ces politiques-là peuvent réellement transformer les conditions de vulnérabilité liées à l'inondation au Sénégal? Alors, oui, parce que bon, chaque État, chaque régime vient avec ses plans et stratégies. C'est très normal de voir que le nouveau régime ait eu à mettre en œuvre des plans, des stratégies donc pour accompagner tous les secteurs d'activité, donc à mieux gérer la situation. Ça, on le comprend tous. Mais si on prend l'exemple de la stratégie nationale de développement, il y a une partie consacrée aux questions environnementales, changement climatique. Et toutes ces questions-là qui intègrent les questions environnementales et changement climatique vont naturellement parler de la question des inondations, ça c'est clair. Mais est-ce que le plan, la stratégie qui a été mise en œuvre, est-ce que les politiques publiques qui seront mises en place par l'État du Sénégal en matière de gestion des inondations vont être corrélées en fonction donc de ces stratégies-là? C'est important dans la mesure où si on fait un petit rappel sur les plans d'ajustement structurel, mais les plans d'ajustement structurel des années 70 ont eu des impacts négatifs, indirects, mais sur la question des inondations. Parce que c'est à partir de ces plans-là que les populations ont rejoué des zones, se sont installées dans des zones vulnérables à la recherche des opportunités économiques. Et justement, si on ne fait pas attention, ces plans qui seront mis en œuvre, par exemple, si on prend le plan de redressement, je l'ai même rappelé dans mon article, ce plan de redressement doit être une solution et par rapport aux défaillances ou bien aux problématiques qui ont été posées par les plans d'ajustement structurel. Revoir, rééquilibrer les économies à l'intérieur du pays, ce qui permettra naturellement, bon, si les populations qui se sont installées au niveau de Dakar trouvent des opportunités économiques dans leur localité, elles vont rentrer et s'y installer. Ce qui permettra de désengorger Dakar. Et lutter contre l'urbanisation, oui, l'urbanisation galopante, les installations anarchiques. Et vraiment, c'est une bonne chose. Hein. Récemment, j'ai vu qu'il y a aussi un autre plan qui a été lancé au niveau de Dakar. Mais si on ne corrige pas ces problèmes d'urbanisation-là, ces problèmes-là, si on ne les corrige pas à travers les plans de redressement, mais on risque de revoir les mêmes problèmes. Donc, le plan, la stratégie, autant pour moi, la SND 2025-2029, le plan de redressement économique et même la vision 2050 peuvent constituer donc des solutions durables en matière de gestion des inondations. Parce qu'ils ces plans-là permettront vraiment de désengorger les zones urbaines, de corriger les problèmes et d'investir sur les questions de drainage, des infrastructures de drainage, d'assainissement, etc. Et ce sera bénéfique pour tous les pays. Pour tous les pays, effectivement. Alors, pour finir,
comment peut-être mieux impliquer les collectivités territoriales dans la lutte contre les inondations? Parce qu'il faut le dire, elles constituent en tout cas un élément essentiel dans la lutte contre les inondations. Alors, comment mieux les impliquer? Alors, par rapport à la question de l'implication des collectivités territoriales, ça rejoint toujours la question de l'intégration, hein, parce qu'une approche intégrée répond naturellement donc, à une approche à l'intégration des questions d'inondation dans les politiques publiques, mais aussi l'intégration des questions d'inondation et la collaboration sur ces questions-là entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, à travers la loi de 2013, donc portant code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales sont compétentes donc en matière d'urbanisme, par exemple. Donc, c'est ce qui rend nécessaire la collaboration entre l'État du Sénégal et les collectivités autant pour moi territoriales en matière de gestion des inondations. Et récemment, je parlais du projet. Le projet a deux phases, mais le projet 1 dans sa composante C, mais a mis l'accent sur l'approche communautaire, donc en matière de gestion des risques d'inondation. Et c'est pas pour rien qu'un tel projet a eu à intégrer donc les communautés locales de façon globale, y compris les collectivités territoriales, les responsables et les populations au niveau local doivent être intégrés dans la gestion des inondations. Il doit y avoir un renforcement des capacités, donc une sensibilisation sur les questions des risques d'inondation et même sur l'entretien des ouvrages, de drainage, des installations, etc. Tout ça, c'est important. Et c'est aussi parfois d'organiser donc ce qu'on appelle les opérations quartiers propres, donc des systèmes d'investissement communautaires. Tout ça constitue des solutions sur le plan local pour accompagner parfois les collectivités territoriales, non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier, donc pour mieux doter les collectivités donc des moyens pour lutter contre les inondations. Parce que c'est eux les premières intervenantes en matière lorsqu'il y a des inondations au niveau local, avant la présence de l'État. Le maire, le président du conseil départemental et même toutes les populations sont présents et ce sont même les populations qui sont les victimes directes de ces phénomènes-là. Donc, je trouve que c'est important de les intégrer et essayer de trouver des solutions ensemble. Bon, pour y ajouter, il y a aussi donc le renforcement des capacités et des financements et de la coopération. Ça aussi, c'est important. On voit que nos États n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, il est important donc de renforcer les financements, les partenariats. Financement, oui, mais les partenariats sur le plan technique, les partages de compétences et d'expériences en matière de gestion des inondations. Tout ça constitue des solutions, mais qui cadrent avec les stratégies qui ont été mises en place par ce gouvernement. Parce que la stratégie nationale, la vision 2050 vont constituer des stratégies phares auxquelles donc les populations, les partenaires, tous les acteurs autant pour moi donc vont se référer sur ces plans-là pour être en corrélation avec les politiques de lutte contre les inondations qu'ils vont mettre en place. Merci beaucoup, M. Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article sur les inondations au Sénégal, entre récurrence, stratégie inachevée et défis de résilience, que vous pouvez avoir à travers Internet. Alors, M. Diouf, quel est votre dernier mot? Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, à l'endroit du peuple sénégalais, à l'endroit de nos autorités. Alors, bon, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment une question qui nous interpelle tous, hein. Non seulement l'État du Sénégal, et les populations, les couches les plus vulnérables. On voit parfois des populations qui quittent leur domicile à cause des inondations et c'est quand même malheureux jusqu'en 2025 de voir ces genres de situations qu'on voyait durant les années 2000, 2005, etc. Donc, on doit vraiment mettre des priorités sur ces questions-là et aussi prendre la question donc des inondations fluviales au sérieux parce que eux aussi, ces populations-là aussi sont vraiment des victimes directes de ces phénomènes. Je crois ensemble, si on prend en compte tout ce qui a été dit par les experts, les acteurs et nous les chercheurs, je crois qu'on trouvera ensemble des solutions adaptées aux réalités et on va vraiment, bon, comme on le dit en wolof, ndox du bàyyi yoonam et yàlla moom buy taw kenn mënta téye tawam. Mais je crois qu'il y aura aussi des solutions qui seront de nos ressorts et ça fera l'affaire globalement.
Merci beaucoup, M. Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. C'était très passionnant. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Télé-École. Notre invité, comme je le rappelle, son nom Aliou Badara Diouf. Il est jeune chercheur sur les questions de sécurité urbaine et de gestion de crise. Ensemble, nous avons tenté de répondre à diverses questions, notamment sur la récurrence des inondations au Sénégal, mais également sur les solutions par rapport à ces inondations-là. Nous vous donnons rendez-vous donc très prochainement pour notre émission de droit et société. D'ici là, restez connectés sur Télé-École dans toutes ces plateformes. L'information éducative continue. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.